Bonjour à tous. Alors tout d'abord, désolé pour le retard. On a eu des petits problèmes techniques qui viennent d'être réglés. Ça vient du fait qu'on change de cadre, comme vous pouvez le voir. Donc, bienvenue dans cette nouvelle édition de Ramify Invite, donc votre rendez-vous bimensuel qui vous plonge dans l'univers de la gestion d'actifs. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Julien Godard, un vrai spécialiste du private equity avec qui on va partager quelques minutes, ou même plusieurs minutes. Et on va pouvoir rentrer dans le détail du fonds Myriad, donc, dont le gérant est Monsieur Godard, et parler de manière plus générale du private equity et du fonds de fonds. Donc sans plus attendre, je vais laisser la parole à Julien. Donc Julien, bienvenue. Bienvenue, merci. Et pour commencer, si tu peux peut-être te présenter, présenter à la fois ton parcours, ça intéresse souvent nos auditeurs, et aussi ce que tu fais actuellement chez Elevation Capital. Merci en tout cas de m'inviter. Donc, moi, Julien Godard, je suis, pour le dire de façon simple, tombé dans la marmite du private equity il y a un peu plus de 20 ans. J'ai découvert ce métier en réalisant des audits stratégiques pour des fonds d'investissement. Et je me suis dit que les gens avec qui j'ai présenté les conclusions de ces audits faisaient un joli métier et que j'avais envie d'en savoir plus et d'en faire le mien. Donc après en fait après un MBA, j'ai eu une formation d'ingénieur super héros puis un MBA en fait à l'INSEAD. J'ai rejoint un fonds de capital investissement français pour accompagner des entreprises, des PME essentiellement, dans leur développement et dans leur croissance. Donc j'ai réalisé une quarantaine d'investissements de ce type-là. Et puis ensuite, en 2015, j'ai rejoint un groupe bancaire pour créer leur activité de capital investissement, créer en fait des fonds, investir le bilan de la banque en fait dans des fonds. Puis il y avait une petite contrainte. L'idée, c'était d'investir des montants assez sympathiques, quasiment 300 millions, mais en moins de 2 ans et sans que ça ait d'impact négatif sur le compte de résultat de la banque. Donc ce petit jeu de contraintes a abouti à une stratégie de construction de portefeuille de fonds de capital professionnel, de capital investissement, que j'ai ensuite décliné dans des stratégies de fonds qu'on a proposées en banque privée, et puis au fur et à mesure, en fait, via d'autres modèles de distribution, typiquement le CGP ou des acteurs en fait comme Remify. J'ai rejoint Elevation, qui est la société de gestion du groupe Interinvest, en fait, il y a un peu plus de 2 ans et demi maintenant, pour développer finalement cette verticale de fonds qui n'existait pas au sein de la société de gestion. Très bien. On est ravis de vous avoir avec nous. Plus de 20 ans d'expérience dans le private equity, c'est notable dans l'environnement français, où le private equity connaît un essor, en tout cas du côté particulier. Donc très ravi de pouvoir échanger avec vous. Et donc sans plus attendre, on va rentrer dans le détail de la présentation. Et surtout, je pense que ce qui va être important, c'est d'expliquer les différentes stratégies dans le Mhm. private equity. Et aujourd'hui, notre focus, ça va être le fonds Myriad 2, qui est un fonds de fonds, et donc de bien expliquer en quoi est-ce que cette stratégie peut être intéressante pour quel type d'investisseur, et bien sûr la comparer aux autres. Parce que je pense que ce que les auditeurs veulent savoir aussi, c'est comment, avec toutes les stratégies et en fait toute la panoplie de fonds disponibles en private equity, il y en a de plus en plus, comment est-ce que le fonds de fonds peut trouver sa place dans un portefeuille moderne? On va parler un petit peu du marché en fait au Mhm, préalable, parce que ça permettra de poser les bases en fait pour mhm. pouvoir approcher un petit peu la stratégie. Euh, Et on peut lancer la présentation, oui. Alors, on va y aller rapido. Mhm, Donc, rapidement, on est en fait, juste pour planter rapidement le décor. Donc, Elevation Capital Partners, c'est la société de gestion du groupe Interinvest. C'est un groupe familial qui existe depuis plus de 30 ans, qui travaille avec plusieurs milliers en fait de partenaires, qui a financé plus de 4 milliards et demi en fait d'actifs historiquement, et qui s'est lancé dans le capital investissement en 2015 avec une société de gestion qui gère aujourd'hui un peu plus de 550 millions, dans lequel on a plusieurs verticales, dont le fonds de fonds en fait dont je m'occupe, avec on est une quinzaine de personnes, avec Kevin Miens, avec qui j'ai travaillé pendant une petite dizaine d'années, où en commun en fait on a réalisé un peu plus d'une centaine d'investissements en fait dans des fonds pour près de 400 millions d'euros. Donc aujourd'hui, quand on parle du capital investissement, tu l'as dit, c'est pas évident en fait de s'y retrouver, parce que c'est une classe d'actifs qui est une troisième voie de financement des entreprises. On a le marché bancaire, on a le marché coté, qui sont des modes traditionnels de financement des entreprises. Et puis le capital investissement s'est développé comme une troisième voie qui est devenue très importante depuis 2016. Il y a plus d'argent qui vont dans les entreprises qui viennent du private equity que d'argent qui viennent des introductions en bourse, en fait, par exemple. mhm. Donc le marché apporte moins de capitaux que le private equity depuis 2016. Il y a de moins en moins de sociétés qui sont cotées en bourse. C'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en Donc France, là, ça, c'est à l'échelle du monde, à donc. l'échelle mondiale. Ouais. D'accord. En fait,
quand on regarde à l'échelle mondiale, la Banque mondiale a un indicateur qui suit dans leurs statistiques où on voit que c'est relativement stable. Mais si on zoome en fait en détail, on se rend compte que dans les pays en fait émergents, ça continue à croître. Dans les pays en fait matures, dans les économies occidentales, on va dire, typiquement Europe en fait et les États-Unis, il y a une baisse en fait du nombre de sociétés cotées. On est passé de 7000 à 4000 sociétés cotées aux États-Unis en 20 ans. En France, on est passé d'un peu plus de 1500 en fait sociétés cotées à près de 4500 en fait aujourd'hui. Et on a même en plus, au-delà de ce côté où il y a de moins en moins d'entreprises cotées, on a une concentration de la performance entre quelques gros, les Magnificent Seven, qui sont assez en fait significatifs, où ils représentent 80-90% en fait des variations des indices. Et on le voit aussi en France, avec la difficulté des grosses startups à passer le cap, c'est pas si facile de passer en bourse. Absolument. Mais en même temps, la bourse, en fait, c'est à la fois, oui, une liquidité permanente, oui, une visibilité pour les entreprises, mais aussi en fait une pression du court terme où, il y a quelques années, quand il y avait un tweet de Trump, en fait, et ça pourrait revenir, on avait en fait des fluctuations qui étaient complètement indépendantes, parfois en fait des entreprises. Alors, le capital investissement, on a évidemment, c'est pas coté, donc on a un peu plus de stabilité dans l'évolution en fait des prix. Mais par contre, en fait, quand on parle de produits, on a finalement une offre qui est hyper fragmentée, qui est peu accessible, sur laquelle en fait c'est difficile en fait d'y voir clair parce qu'il y a plusieurs milliers de fonds qui sont créés en fait chaque année. Après, en termes de performance, c'est pas évident non plus parce que c'est capital investissement, on l'entend pas, mais private equity, c'est privé, donc les données sont pas totalement publiques, donc c'est pas forcément évident d'y voir très clair et d'avoir des données historiques de performance. Et on se rend compte quand on les regarde, il y a une assez grande dispersion en fait de ces performances. France Invest publie des très bonnes études sur le sujet, sur la partie française. On en trouve en fait quand même aujourd'hui en fait avec des gros acteurs américains. Nous on a un partenariat avec Stepstone qui investit 75 milliards par an en capital investissement, donc on a accès à une base de données de plus de 25 000 fonds qui couvre 40 ans d'historique. Donc ça permet d'avoir un petit peu de recul, et on va en parler un petit peu après. Et puis après, il y a une autre notion qui est un peu évidente, mais qui n'est pas évidente à intégrer finalement dans une logique de gestion de patrimoine, c'est que quand vous achetez une action sur le marché ou quand vous achetez en fait un bien immobilier, vous l'achetez immédiatement, votre capital travaille. En capital investissement, c'est pas vrai, parce que quand vous investissez en fait dans un fonds, le gérant n'a pas forcément tout de suite sur étagère tous les projets pour faire travailler ce capital. Donc en pratique, vous allez prendre un engagement dans un fonds qui va vous appeler du capital au fur et à mesure et qui va le faire travailler. Et si on ne prend pas en compte cette dimension de temps que ça prend en fait à faire en sorte que le capital qu'on souhaite se met à travailler, on se retrouve sous-exposé par rapport à son objectif et c'est très important de pouvoir le prendre en compte correctement. Donc ce qu'on a essayé de réfléchir par rapport à ça, puis je vais revenir un petit peu sur les aspects de marché, c'est de pouvoir proposer quelque chose packagé dans le sens en fait finalement on a une logique d'accès évidemment à la classe d'actifs comme toutes les propositions qui existent en fait à destination des particuliers et des petits institutionnels. Mais la logique, c'est de le faire non pas seulement dans un accès à un fonds, à une entreprise ou un fonds, mais à un vrai portefeuille diversifié où on va avoir plusieurs fonds de private equity et on va voir comment est-ce qu'on les choisit, quel type de fonds sélectionner et autres. Et l'idée, c'est d'avoir une allocation stratégique intégrée. On va faire travailler efficacement le capital qui nous a été confié. Si je reviens un peu sur le private equity, pour donner des grands chiffres, dans le monde, le marché action aujourd'hui, par exemple, c'est 115 trillions. Là où le private equity, aujourd'hui, ça représente un peu plus de 10 trillions. Aux États-Unis, on va avoir des proportions de quasiment 15% en fait, du marché action. Et en France, on a à peu près les mêmes ordres de grandeur, parce qu'il y a 440 sociétés de gestion en France qui gèrent globalement un peu plus de 500 milliards, là où le CAC 40 représente un peu plus de 2000 milliards, où le stock de l'assurance vie, c'est à peu près 2500 milliards. Sociétés de gestion non cotées. Sociétés de gestion qui font que du non-coté. Qui n'ont fait que du non-coté, absolument. Ça, ça permet de mettre un peu en proportion ce que pèse le capital investissement par rapport en fait à ce que peut peser entre guillemets la bourse. Alors aujourd'hui, 500 milliards private equity, 2000 et quelques en fait CAC 40. Et peut-être juste pour avoir une idée, si tu as le chiffre en tête, la France en Europe, est-ce que c'est un grand pays de private equity, moyen? Non, c'est un assez grand pays de private equity. Le premier, c'est évidemment les États-Unis. De très loin. Le second en Europe, historiquement, c'était l'Angleterre, mais depuis le Brexit, c'est clairement en perte de vitesse. La logique en fait pan-européenne qui pouvait exister en fait en Angleterre lorsque l'Angleterre faisait partie de l'Europe est en train de se déplacer sur le continent, à Paris ou au Luxembourg. Et la France est aujourd'hui en Europe le premier pays en fait en termes de private equity. Devant l'Allemagne. Ah oui, largement. L'Allemagne a à peu près 10 ans de décalage en fait en termes de maturité, comme l'Espagne, comme l'Italie. La zone qui est un peu plus développée en private equity, c'est plutôt en fait les pays nordiques, où là le marché pèse à peu près 50 milliards, donc c'est 10 fois plus petit que la France quand même, mais sur lequel en fait il y a déjà une assez bonne maturité. Donc ensuite, quand on regarde après, on va faire un petit zoom sur les particuliers.
L'histoire des particuliers du private equity, c'est une histoire qui a beaucoup évolué avec la réglementation. Quand j'ai commencé ce métier-là, le ticket d'entrée était très élevé en fait en capital investissement. Aujourd'hui, finalement, on a une notion où pour accéder à un fonds professionnel, quand on est un investisseur soi-même non professionnel, il y a une logique d'investisseur averti qui permet en fait, donc à partir de 100 000 euros, de pouvoir en fait investir dans un fonds normalement fait pour les professionnels. Donc ça, c'est un seuil d'accès qui peut même descendre dans certains cas en fait à 30 000. Mais globalement, ça, c'est quelque chose qui a été mis en œuvre au fur et à mesure de les évolutions de la réglementation. Et historiquement, si on se place il y a une dizaine d'années, les particuliers investissaient dans des fonds dans lesquels il y avait un avantage fiscal. Alors ça venait en fait à la fois avec évidemment un gain d'impôt, mais de l'autre côté, beaucoup de contraintes d'investissement et in fine des performances qui étaient peu ou prou l'avantage fiscal qu'on avait gagné. Mhm. Et ça représentait il y a plus de 10 ans la grande majorité de ce qui était proposé en fait aux Mhm. particuliers. Le fonds qui sont toujours proposés Oui, aujourd'hui, les fonds absolument. CPI. C'est typiquement les Mhm. FIP en fait et les FCPI qui Mhm. existent en fait toujours. Après, on était sur des volumes d'à peu près 1 milliard, mais au fur et à mesure des évolutions fiscales, ça a été en 2012 en fait le plafonnement des niches fiscales, en 2017 2018 pardon la disparition de l'ISF. Ce sont en fait finalement des types des montants qui se sont beaucoup réduits et en même temps, on a eu une très forte évolution en fait finalement des particuliers dans les fonds professionnels. Initialement, c'était plutôt des family office plutôt aisés en fait qui faisaient ça, mais aujourd'hui, c'est la moitié des montants en fait qu'on voit à l'écran en fait à l'instant. Mais on a encore une moitié, c'est-à-dire près de 2500 millions qui sont investis chaque année par les particuliers dans des fonds en fait professionnels. Donc il y a eu un choc d'offres qui a été fait par des évolutions réglementaires, les lois Macron, les lois Pacte, les lois Industrie verte, le Covid qui a donné lieu en fait à une digitalisation des processus de souscription qui permet en fait de souscrire beaucoup Mhm. plus facilement aux produits et tout ça a généré en fait un choc d'offres où aujourd'hui en fait il y a une offre à destination des particuliers Mhm. qui s'organise, qui se structure sous différents modèles. On a des modèles de type feeder, fonds nourricier, où on va venir agréger beaucoup de souscripteurs pour investir en fait dans un fonds spécifique. Ça permet de maîtriser les choix en termes d'allocation stratégique. On a des logiques en fait, ce que j'appelle un petit peu de collection de fonds. On va avoir deux, trois fonds qui vont être un peu dans une stratégie donnée pour pouvoir en fait finalement avoir voilà, différentes teintes de bleu Mhm. dans les couleurs du private equity pour pouvoir s'y exposer en fait de façon spécifique. Et puis on a l'approche qu'on nous en fait on revendique, qui est vraiment une approche de portefeuille avec Mhm. une logique de diversification qui est poussée un Mhm. petit cran plus dessus. Mais le Mais point, ouais, c'est très intéressant ce que tu dis. Et même nous, à notre petite échelle, donc toi, tu as 20 ans d'expérience dans le domaine. Nous, ça fait 3 4 ans qu'on existe. Et même nous, on l'a senti, ce choc d'offre. Et ouais. entre le moment où on a commencé et aujourd'hui, je pense que l'offre, en tout cas, le type de fonds dont tu parles, elle a été multipliée par 3 en 3 4 ans. Mais je pense que la Mm. clé, c'est à la fois la réglementation qui a eu des évolutions qui ont permis l'existence en fait de ces offres, Mm. et puis surtout en fait, enfin, le vrai changement de paradigme, c'est la digitalisation Mm. qui est arrivée de façon entre guillemets naturelle après le Covid. Mm. Où là, c'est ça qui a permis finalement de toucher en fait un plus grand nombre de manière efficace, Mm. alors qu'auparavant, on était plus dans des logiques entre guillemets papier Mm. qui permettaient pas de faire des choses à grande échelle. Mm. Donc le vrai changement, il a été en fait à ce moment-là. Et puis il y a aussi le fait que historiquement en capital investissement, les investisseurs traditionnels que sont les banques et les assureurs après la grande crise financière, ils ont eu en fait finalement des restrictions sur leurs usages de capitaux, Solvency et Bâle 3 et Solvency 2. Et aujourd'hui en fait, la première source de capital pour le private equity en France, ce sont les fonds de fonds. Donc c'est des capitaux étrangers et des structures en fait comme celle que je gère. Mais la deuxième source, ce sont les particuliers. Un Mm. euro sur 4 en France aujourd'hui est apporté par des particuliers devant les banques, devant les assureurs. Donc il y a une forme de désintermédiation en fait, de ces acteurs-là qui est en train de se mettre en œuvre avec un choc d'offres pour l'instant très orienté vers les particuliers. On peut appeler ça démocratisation. Mais moi je pense en fait à terme qu'on aura finalement, comme il n'y a plus de raison finalement d'avoir des produits spécifiquement faits pour les particuliers avec des sujets fiscaux, on aura une forme de convergence entre des institutionnels et des particuliers qui investiront pas exactement de la même manière, mais dans des fonds qui vont développer les mêmes stratégies Mhm. et s'exposer en fait dans des aspects, dans des investissements de private equity qu'on va voir tout de suite. Donc en fait, alors quand j'ai parlé un petit peu de couleur tout à l'heure en disant différentes teintes de bleu, mais j'aime bien utiliser cette image-là parce que quand on parle de capital investissement, on est finalement sur une classe d'actifs où il y a beaucoup de manières en fait de la pratiquer. Je l'ai dit, 440 sociétés de gestion en fait en France, c'est hyper fragmenté, il y en a quand même énormément. La taille moyenne en fait des montants gérés, c'est 1,6 milliard. La médiane, c'est 200 millions, donc il y en a beaucoup de petites et puis quelques grosses. Mais globalement, quand on parle en fait de fonds, il y a plusieurs manières en fait de faire du capital investissement. On peut investir directement dans une entreprise. On verra après ce que ça donne en termes de potentiel de gain en fait ou de risque. Mais c'est évidemment, on peut avoir des très très belles surprises
mais c'est aussi beaucoup plus risqué parce qu'on met un peu tous ses œufs dans le même panier. Mhm. La logique des fonds, c'est justement d'apporter un premier niveau de diversification. C'est les fonds primaires qui investissent dans les entreprises. On les segmente souvent par la maturité des entreprises dans lesquelles ils investissent. Innovation, les startups, développement, la croissance, transmission, l'évolution du capital, en fait, entre des groupes familiaux, des groupes industriels vers des managers ou des dirigeants. Et puis ensuite, on a une troisième catégorie qui sont les fonds secondaires, qui sont eux beaucoup plus financiers, qui viennent amener de la liquidité aux investisseurs en fait des fonds primaires qui veulent, entre guillemets, qui préfèrent finalement avoir une liquidité immédiate, quitte à avoir pas toute la valeur en fait potentiellement qu'ils ont entre les mains, plutôt que d'attendre encore les quelques années qui seront nécessaires à la transformation en cash, en trésorerie de leur investissement. Après, juste pour poser un petit peu le décor, quand on prend par exemple les fonds primaires, pour 100 qui vont être investis dans des fonds primaires, en Europe, on en aura 10 en capital innovation, 25 en capital développement et tout le reste en capital transmission, quasiment Mhm. 2 tiers. Aux États-Unis, on a des proportions un petit peu différentes sur le capital innovation qui sont un petit peu plus fortes, Mhm. qui donnent un profil à l'investissement américain un peu plus, avec des espérances de gain un tout petit peu plus fortes, mais surtout un profil de risque qui est beaucoup plus élevé, étant donné entre Mhm. guillemets, le mix produit qui existe en fait sur les profils de fonds. Et là, les proportions dont tu parles, c'est en euros, enfin en dollars, pas en Oui, nombre non, non, c'est Parce en que c'est montant. une Non, non, transmission, souvent les entreprises sont plus grosses et donc souvent les non, montants oui, sont plus oui, non, non, élevés. c'est en montant investi Voilà. en fait dans les, Mm. les différents types en fait ou stratégies en fait de fonds. Et puis les fonds secondaires qui sont beaucoup plus financiers et un peu plus loin des entreprises en fait objectivement, mais qui jouent un rôle en fait dans la dynamique en fait des Mm. portefeuilles. C'est des fonds en fait où aujourd'hui, quand il va y avoir un fonds qui va collecter 100, Mm. dans la vie en fait d'un fonds en moyenne, bah, il y aura 12 qui feront l'objet en fait d'une vente sur le marché secondaire. Mm. Et comme les montants qui ont été levés sur le marché primaire sont devenus assez importants, le marché secondaire se Mm. développe naturellement comme Ouais. une dérivée en fait du marché primaire avec 4-5 ans en fait de décalage. Mm. Mais aujourd'hui, il y a quasiment entre 100 et 150 milliards de transactions secondaires chaque année en fait dans le monde. Mm. Alors c'est plutôt un sujet institutionnel, hein. La transaction moyenne c'est 78 millions de dollars. Mm. Donc c'est plus un sujet instit, mais en même temps c'est une stratégie d'investissement qui a des vraies complémentarités en termes de caractéristiques avec les fonds primaires. On va y revenir juste Mm. après. Alors, petit point justement pour illustrer un peu des aspects performance et risque. Quand on regarde finalement des données historiques un peu longues, et là on a en fait sous les yeux, vous avez la synthèse finalement de 5000 fonds qui représentent 2500 milliards et 42 000 opérations qui représentent 1700 milliards réalisées en fait par des investisseurs professionnels. En gros, ce qu'on a en vertical, c'est la performance. En horizontal, c'est le niveau de risque. Et en particulier, on le mesure avec l'écart type, la dispersion en fait de la performance. Si vous investissez dans une entreprise en direct, c'est la petite bulle grise en haut à droite, pour 1 € investi, en moyenne, vous avez une espérance de pouvoir récupérer 2,44 €. Mais dans 40% des cas, vous n'aurez pas gagné d'argent. Dans 10% des cas, vous aurez tout perdu. Dans 15% des cas, vous aurez une perte partielle. Et dans 15% des cas, vous récupérez votre nominal. Donc on a un profil en fait un peu grand écart, où on peut avoir une super histoire, comme un truc qui va pas bien se passer. Et c'est là où les fonds, finalement, amènent un premier niveau de diversification. Les fonds primaires, c'est les bulles vertes que vous avez sur l'écran, vont amener finalement, vont investir dans 10, 20, 30 entreprises. Plus ils sont petits, plus ils vont vers le capital innovation, plus ils investissent dans un nombre important d'entreprises. Plus ils sont gros et plus ils sont en capital transmission, plus ils vont se concentrer sur une dizaine d'entreprises pour avoir vraiment un impact en fait sur la gestion. Et là, en fait, on voit que, par exemple, en capital innovation, ben, on va avoir en fait une performance qui baisse un petit peu, mais il va y avoir encore un quart des fonds qui vont être négatifs. Quand on va en capital transmission, on va baisser encore un petit peu, mais on n'aura que 8% des fonds qui seront en territoire négatif. Et puis, deuxième étage, en fait, finalement, de la diversification, les fonds de fonds ou les fonds secondaires qui sont eux-mêmes, en fait, des fonds de fonds, on va avoir 3% des fonds de fonds qui vont être en performance négative et 1% en fait des fonds secondaires qui ont une Mm. performance négative. Mm. Mais même ces performances négatives, les 3% qui ont eu, voilà, qui n'ont pas réussi en fait à créer de la valeur, ont récupéré 80% de son capital Mm. quand même. Donc en fait, on a en fait la diversification, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, pour dire ça simplement, Mm. bah, ça a quand même du bon et ça fonctionne aussi en private equity. Mm. Donc après, autre aspect, c'est peut-être de voir un peu. Alors je sais que vous avez lancé en fait un indice hein, Mm. récemment, donc c'est intéressant de voir après comment il va évoluer dans le temps. Mais si on regarde aujourd'hui comment ça se passe un petit peu, quels sont l'impact finalement du changement de paradigme qu'on connaît depuis maintenant 2 ans avec la hausse des taux qui a été très violente, qui a été la plus violente dans l'histoire économique du monde. Comment ça a impacté le capital investissement? Le Covid, ça a eu finalement un impact plutôt positif post en fait pandémie parce qu'il y a eu en fait énormément de liquidités qui ont été injectées dans l'économie et le private equity en a beaucoup bénéficié.
Donc il y a eu des progressions très fortes en fait dans les années 2021, un phénomène de rattrapage un petit Mmh. peu aussi. Et puis depuis que les taux en fait ont augmenté, ben, le changement de paradigme est assez fort parce que ça a beaucoup impacté le capital innovation, où la valeur en fait est beaucoup liée en fait à des flux de trésorerie lointains. Et donc quand les taux d'actualisation et les espérances de ces flux-là lointains augmentent, ben, la valorisation baisse fortement. Donc il y a eu beaucoup de désillusions et on est rentré à mon avis dans une petite traversée du désert qui va Mmh. durer quelques années en fait sur ce secteur-là. Euh, Par contre, en fait, bah, ceux qui arrivent à lever des capitaux, ils ont beaucoup plus d'opportunités d'investissement Mmh. quand même. Donc, c'est pas non plus totalement négatif. Après, on voit que les très gros fonds on continue à lever pas mal d'argent, mais ils ont du mal à aller faire de la liquidité parce qu'aujourd'hui, la liquidité, qui est normalement en moyenne en fait à 20% des montants gérés, elle est tombée en fait à 8% depuis nos 3 ans. Donc il n'y a pas assez de sorties et il y a un marché qui s'est un petit peu grippé, mais ils continuent à collecter de l'argent, alors que les plus petits fonds, quand je dis petits et gros, on va mettre la barre en fait à 1 milliard parce que ça coupe le marché en deux. Il y a Mmh. la moitié des fonds. La moitié du capital est gérée par des fonds de plus d'1 milliard et l'autre moitié est gérée par des fonds de moins d'1 milliard. Et toutes les données qu'on a sont plutôt historiquement sur les gros que sur les petits où c'est plus dur Mmh. en fait à trouver. Mais les petits, finalement, eux, continuent à investir, Mmh. continuent en fait à céder en fait des entreprises. Ils ont plus de mal en fait à lever des capitaux, moins 20%, moins 30% en fait finalement en 2023. Mais globalement, on a finalement une situation dans laquelle la durée de détention s'est un petit peu rallongée. La création de valeur se fait beaucoup moins par un levier financier, doit se faire beaucoup plus par un travail en fait sur des actifs. Et globalement, les petits fonds qui lèvent un petit peu moins d'argent ont un contexte concurrentiel plus faible, là où les gros fonds qui lèvent pas mal d'argent Mmh. ont un contexte concurrentiel très élevé parce qu'il y a très peu d'opérations en fait qui se réalisent. Et ça a des impacts en fait nous sur notre stratégie parce qu'on va plutôt aller s'orienter nous sur les petits fonds parce que fondamentalement, historiquement, ils sont plus générateurs en fait de performance que les gros et ils auront en fait des capacités de liquidité qui seront apportées en fait par les Mmh. gros fonds de façon en fait plus aisée. OK. Et qu'est-ce que tu dis à la tendance du secondaire à se dire c'est le moment d'investir parce que à cause de cette crise de liquidité, en fait, ces gens-là arrivent après la bataille, ils peuvent Alors, choisir un petit peu les pépites de chaque portefeuille parce que les fonds sont obligés de vendre. en fait, c'est pas tant une question de timing liée par rapport à la pression à vendre. Ça a un impact positif, effectivement, Mhm. sur les espèces secondaires. Mais le marché secondaire, c'est un marché qui est structurellement en déséquilibre entre, il n'y a pas assez de capitaux par rapport au nombre d'opérations qui pourraient se faire. Donc, en pratique, le pouvoir est du côté des acheteurs. Et ça, c'est assez structurel. Mhm. Donc, en fait, la logique du secondaire, c'est un marché qui s'adapte extrêmement vite, Oui. où la valeur ne se crée pas par la décote. D'accord. C'est Ok. la création de valeur dans le secondaire, c'est 20% la décote et le reste en fait c'est l'appréciation, c'est en grande majorité le fait qu'on a acheté quelque chose qui a continué en fait à progresser en termes de valeur et puis un petit peu de levier financier en fait au final environ 20-30%. Mais la décote c'est surtout un reflet de la qualité des actifs qu'on achète ou de la situation en fait du vendeur Mhm. et du déséquilibre en fait entre l'offre et la demande où il y a beaucoup plus en fait de demandes de liquidité que d'offres en fait possibles D'accord. par la taille en fait des fonds qui sont sur ce marché. Donc les décotes fluctuent, mais globalement, le marché secondaire est un marché qui est structurellement favorable en fait plutôt aux acquéreurs en fait qu'aux vendeurs. Donc après, quand on a dit ça, quelle stratégie en fait on peut mettre en œuvre? Nous, on s'est dit, ben, on va en fait finalement proposer une logique non seulement simplement d'accès, mais de proposer finalement un portefeuille complètement construit, parce que bah, le ticket minimum étant à 100 000 euros, c'est difficile aujourd'hui, si on investit en fait dans un fonds, d'aller vraiment construire une vraie diversification au sein de son patrimoine. Et donc, c'est cette diversification qu'on va, au-delà de l'accès, qu'on va proposer de façon à pouvoir faire travailler tout le capital, mais avec une logique où on va pas mettre tous nos œufs dans le même panier, on va utiliser toutes les couleurs du private equity pour créer en fait un joli tableau. Donc on va travailler en deux temps. La première question qu'on s'est posée, c'est vraiment une question d'allocation stratégique, quantitative, en disant, bah voilà, on a des données historiques, on a des éléments, qu'est-ce qu'on peut en tirer pour se dire dans combien de fonds on investit et quel type de fonds on prend ou on prend pas. Et puis après, on a un travail entre guillemets de sélection beaucoup plus classique, où là on va rencontrer des centaines de gérants par an pour en sélectionner un certain nombre. Donc la première question qu'on s'est posée, elle était toute bête, elle était de dire, bah voilà, on a des données qui couvrent de 90 à 2010, c'est des données définitives, réalisées, qui ont fait l'objet en fait de flux de trésorerie, donc c'est pas juste des valorisations hypothétiques. Qu'est-ce qu'on peut en tirer si on se dit, bah tiens, je me mets en fait en 2002, j'avais une possibilité d'investir à l'époque dans 400 fonds sur lesquels j'ai de l'information. Est-ce que j'aurais eu intérêt à faire des portefeuilles de 5 fonds, de 10 fonds, de 20 fonds, de 60 fonds?
on fait les modèles, on fait tourner ça et on regarde en fait ce que ça donne en termes de moyenne de performance, d'écart type. Et en fait, on rajoute en fait un fonds tant qu'on améliore un petit peu cet équilibre en fait performance et risque. Et on s'arrête quand le fait de rajouter un fonds ne modifie qu'à la marge en fait finalement cet aspect-là. C'est ce que vous avez sous les yeux, c'est-à-dire que entre 90 et 2000, il fallait entre 30 et 60 fonds pour être correctement diversifiés chaque année. Pourquoi? Parce que les performances étaient extrêmement dispersées. Encore plus dispersées en fait qu'aujourd'hui. On était dans l'enfance du capital Mmh. investissement, alors que depuis en fait les années 2000, on voit que sur la décennie suivante, on a en fait aujourd'hui entre 15 et 20 fonds. C'est un équilibre en fait qu'on considère comme assez optimal pour avoir finalement une diversification correcte en fonction des fonds en fait qu'on peut sélectionner. Donc premier cadre de travail du fonds de fonds, 15 à 20 fonds. Ensuite, quel type de fonds? Alors, si, je l'ai dit, il y a les fonds secondaires, les fonds primaires et le co-investissement. Co-investissement, on peut avoir des très belles surprises, mais aussi on prend un risque un peu plus important. Donc on va avoir une petite dose de co-investissement pour avoir finalement une exposition directe en fait aux entreprises. Et beaucoup de gérants nous proposent en fait des options de co-investissement Mmh. et on ne fait des co-investissements qu'avec des gérants qu'on a sélectionnés et des fonds dans qui on investit pour éviter un biais de sélection négatif. Deuxième aspect, c'est les fonds primaires, c'est ceux qui vont créer la performance en fait sur le long terme. Mais ils mettent du temps à construire cette Mmh. performance. Il y a une fameuse courbe en J qui existe, qui est que comme le capital, il y a peu de capital déployé au début et que les frais sont sur Mmh. l'engagement en fait initial, ça pèse négativement sur la performance pendant les 2 3 années de vie, Mmh. les 2 ou 3 premières années de vie en fait des fonds. Mmh. Donc ce phénomène-là, il est évidemment accentué en fait dans un fonds de fonds. Et si on veut éviter en fait d'avoir ce côté un peu anxiogène de la valeur qui baisse pendant les 3 premières années, il faut avoir autre chose en fait à l'intérieur du portefeuille. Et dans le portefeuille, nous, ce qu'on a travaillé, c'est les fonds secondaires qui Mmh. finalement, eux, quand on achète en fait quelque chose 40 qui vaut 50, Mmh. on a une performance immédiate Mmh. qui est de l'anti-Courmangie. Et en mélangeant correctement les deux, on a en fait une progression beaucoup plus harmonieuse en fait de la valeur, avec des fonds secondaires qui déploient leur capital un petit peu plus vite, qui créent de la valeur un petit peu plus vite. Mais c'est comme des boosters, ça permet de décoller, Mmh. mais ça vous emmènera pas en fait Ouais, bien très sûr. très loin. Là où le moteur principal, ce sera les fonds primaires Mmh. qui prendront le relais en fait sur le long terme, avec en fait des, des, Mmh. des co-investissements qui Et les illustrent un fonds petit de peu les choses. secondaire, si tu sais, ils arrivent au bout de combien d'années en moyenne? Est-ce qu'il y a un nombre d'années optimal? Est-ce que c'est 5 ans? Est-ce que c'est En fait, avant? Est-ce que c'est alors, après? mais ça, il y a des données qu'on peut tout à fait observer en fait là-dessus. Il y a très peu d'opérations secondaires sur un fonds qui a moins de 4 5 ans. On Mmh. commence à voir des opérations secondaires se réaliser en fait sur un fonds à partir de la 5e année typiquement. D'accord. Avant, c'est très marginal. Et en fait, entre la 5e et la 8e année de vie en fait d'un fonds, on va avoir en fait à peu près 8% du capital qui va changer de main à travers le secondaire, et on aura en fait les 4% de plus pour aller de 8 en fait à 12 sur les années qui dépassent en fait la 8e année de vie du fonds. D'accord. Après, il y a des stratégies très particulières. Il y a des fonds secondaires qui se spécialisent sur le fait d'aller, entre guillemets, acquérir des fonds qui sont encore le plus jeunes possible. Mmh. A contrario, il y en a d'autres qui se spécialisent sur le fait d'acquérir des fonds qui sont très vieux. Mmh. Donc là, encore une fois, le marché secondaire, c'est pas en fait une entité et un tout. Il y a en fait finalement une segmentation qu'on peut opérer avec des stratégies très différentes les unes des autres. Des stratégies, entre guillemets, où on rachète des parts de fonds, des stratégies où on rachète des portefeuilles, LP-led, Mmh. GP-led, Mmh. qui n'ont pas les mêmes caractéristiques de performance ou de déploiement du capital. Et encore une fois, bah, c'est intéressant d'aller saisir en fait différentes couleurs, différentes Mmh. manières de travailler en fait le secondaire, qui est pas un tout, qui est vraiment en Mmh. fait différentes typologies en fait aussi. Donc ensuite, on va travailler en termes j'ai parlé des stratégies. Il y a des fonds qu'on n'aura pas. Nous, dans la stratégie de fonds, on ne prendra pas de fonds de capital innovation parce que ça peut être des fonds qui ont des très belles performances en multiples, mais en TRI, c'est pas si vrai que ça parce que c'est des Mmh. fonds qui sont souvent qui sont souvent assez longs en fait pour arriver à construire en fait leur valeur. Donc Donc, Capital Innovation, juste pour savoir, ça arrive jusqu'à, c'est quoi? C'est c'est typ- série C, D? bah, c'est typiquement quand on investit dans une entreprise qui n'a pas encore atteint sa rentabilité. D'accord. C'est ça. Le seuil, en fait, si on devait mettre une frontière entre capital innovation et capital développement, le capital innovation, c'est vraiment une logique. On va financer une idée, un projet où la rentabilité n'est pas encore totalement acquise. Mmh. Là où le capital développement, il y a déjà en fait une rentabilité et on accélère en fait Mmh. la trajectoire. Alors la frontière n'est pas aussi parfaite que ça, Ouais, objectivement, bien sûr. mais c'est les grandes lignes en fait, c'est ça. Donc en fait. Donc on va pas aller sur ces fonds-là, on aura surtout du capital développement et surtout du capital transmission qui est en fait vraiment le gros du marché. Après, on va créer de la diversification avec deux autres axes.
Les millésimes, la date à laquelle les fonds sont créés, ou un fonds qui va être créé par exemple en 2024, il va investir en fait en 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, pendant typiquement les 5 premières années qui suivent, les 5 années qui suivent. Donc avoir des millésimes qui sont différents, ça permet de saisir des cycles économiques qui sont différents dans le temps et de diversifier en fait finalement par rapport à ces Mmh. cycles économiques. La géographie, on va se concentrer sur ce qu'on connaît mieux, qui est l'Europe en fait et la France, les États-Unis principalement à travers la poche en fait secondaire. Mais on travaille en fait, hein, aujourd'hui, on est en train de regarder pas mal d'acteurs en fait américains. On va surtout le faire principalement par le marché secondaire, ou ensuite on va aller travailler plutôt en fait dans le mid-market en fait américain, qui est un marché où il y a plein d'acteurs de taille plutôt petite, très Mmh. intéressant, mais où l'idée c'est d'être accompagné hein, quand on connaît moins bien. Et donc on va s'appuyer beaucoup sur des fonds qu'on connaît, principalement des fonds secondaires en fait et autres, pour nous ouvrir des portes pour aller rencontrer en fait un certain nombre d'acteurs de ce type-là. Et puis ensuite, la taille, j'en ai parlé. On a en fait évidemment des fonds de très grande taille, hein. Les fonds secondaires, on a des fonds dans lesquels on investit qui font 23 milliards, mais on a aussi en fait des fonds qui font 100 millions en primaire. Et quand on regarde finalement, est-ce qu'il y a un lien en fait entre la taille et la performance? La réponse est oui. Mmh. C'est-à-dire que la performance a un impact. Quand on va prendre en fait finalement ces fameux quartiles, donc quand on trie en fait les fonds entre les meilleurs en fait et les moins bons, a posteriori, hein, c'est toujours difficile de le savoir à Mmh. l'avance, mais globalement quand on fait cet exercice-là, on peut se dire bah, s'il y a bien quelque chose que je connais, c'est la taille du fonds. Et donc on peut se dire bah, ok, quelle est en fait finalement la probabilité entre guillemets d'avoir un fonds qui va être dans le premier quartile s'il fait plus d'1 milliard. Si la taille n'avait pas d'impact, elle serait de 25%. Mmh. Le chiffre, c'est 22%. Mmh. Pour les fonds plus petits, c'est 28%. D'accord. Et encore plus marquant, c'est la performance moyenne en fait, de ces fonds-là. Mmh. Les gros fonds vont avoir une performance moyenne à 2,5, là où les plus petits auront une performance moyenne à 3,5. En fait, ça, c'est le côté positif. Ça veut dire Mmh. que les petits fonds sont générateurs d'alpha. Mais le côté négatif, c'est qu'en fait, les gros fonds vont être beaucoup moins mauvais, c'est-à-dire qu'il y en a très peu qui perdent de l'argent, là où dans les petits fonds, vous en allez en avoir, en fait, un quart des fonds va perdre en fait Mmh. 12%, Ouais, 12% en fait, c'est du la capital. dualité rendement-volatilité, C'est exactement ça. Mais en même temps, quand on est dans une stratégie en fait, de fonds, on a aussi en fait une responsabilité de sélection pour aller Mmh. chercher finalement les générateurs d'alpha dans lesquels Mmh. les gens n'iraient pas forcément investir en direct en fait eux-mêmes. Donc en partie, on va nous dans la construction de portefeuille avoir un mix. On n'aura pas que des fonds en fait tout petits qui sont en fait des purs alpha avec les risques qui vont avec, mais on aura un mélange en fait entre des fonds d'une certaine taille avec une certaine assise où l'espérance de gain serait peut-être un peu plus faible mais le confort plus fort, et des fonds en fait finalement un peu plus petits où on va avoir Mmh. finalement une capacité à aller chercher un petit truc en plus qui peut être intéressant. Mais ça explique aussi pourquoi les institutionnels vont beaucoup en fait dans les gros fonds. C'est que vous ne perdrez jamais votre boulot si vous allez dans un très gros fonds en Mmh. fait qui a pignon sur rue dans lequel tout le monde a déjà investi. Mmh. Ce qui n'est pas vrai si vous allez choisir un fonds qui est un peu plus Mmh. petit, un peu moins connu, mais qui est capable en fait de faire beaucoup mieux Mmh. parfois. Et aussi, l'aspect, on n'a pas envie de constituer 90% du fonds de 100 millions Bah, pour un il y a institutionnel. l'aspect emprise et puis il y a Mmh. aussi l'aspect capacité de déploiement. Quand vous êtes Ouais, bien sûr. un fonds de retraite, un fonds de pension en fait américain, votre ticket minimum parfois c'est 50 millions. Mmh. Bah, là, vous pouvez pas aller investir facilement en fait dans des plus petits fonds, donc Mmh. vous investissez dans des fonds de fonds qui eux-mêmes investissent dans des petits Mmh. fonds. J'avais rencontré hein, pour un fonds souverain en fait nordique, leur ticket minimum c'était 100 millions. Le fonds dans lequel je travaillais en Mmh. fait en small cap, c'était la taille du fonds. Donc, Mmh. évidemment, ils n'allaient pas venir quoi. Voilà. Donc ça marchait pas. Après, bah, la deuxième étape du travail, une fois qu'on a donné ce cadre, c'est fondamentalement bah, de sélectionner en fait des fonds. Donc là, c'est un travail entre guillemets plus classique qu'on a en fait dans n'importe quel métier de l'investissement où on va en fait identifier des projets, des opportunités, et puis ensuite bah, les analyser, les trier, les passer au tamis, et puis les sélectionner en fait pour ensuite aller investir. Nous, la Vanon de son travail, on travaille énormément en fait finalement avec une dimension très humaine. On attache une très grande importance à rencontrer toutes les équipes de gestion, à aller les rencontrer dans leur bureau, à les visiter en fait sur place les équipes, parce qu'en fait, quand on va rencontrer une équipe en fait sur place, bah, on arrive à sentir un peu les choses, on voit un petit peu quelle dynamique se passe.
ce qu'on nous a pas forcément montré dans la visio initiale, ou des choses comme ça. On va beaucoup plus loin en fait dans la compréhension de ce qui se passe. Et c'est important de comprendre quand une équipe va lever en fait un premier fonds ou un troisième fonds, qu'est-ce qu'ils ont fait avant, qu'est-ce qu'ils ont appris de leurs erreurs, comment ils ont affiné leur stratégie, comment ils ont créé de la valeur en fait historiquement, comment ils l'ont partagé, comment ça se projette en fait dans le temps. Parce que si vous avez une équipe avec un one man show où fondamentalement ça pète en vol, ben, vous n'êtes pas super bien. Donc ça, c'est des choses en fait qu'on fait. Et puis nous, il y a une grande partie en fait des projets qu'on identifie, on le fait finalement en échangeant avec nos pairs, parce qu'on échange, on fait systématiquement 3 à 4 appels en fait de référence, voire davantage, avec en fait finalement pour les gérants dans lesquels on va investir, en appelant en fait des anciens collaborateurs ou des gens qui ont déjà investi en fait dans les fonds. Et en fait, quand on fait ça, souvent ça se passe avec on appelle quelqu'un, on lui demande des informations sur le fond, on lui pose des questions sur ce qu'on a identifié comme point fort, point faible, etc. Et puis au bout de 20 minutes, la discussion, c'est et vous alors, qu'est-ce que vous regardez en fait par ailleurs? Ah bah nous, ah bah ça on avait vu, ah bah ça non, on n'a pas fait, ça nous intéresse. Donc bref, on partage en fait le deal flow, les projets, et ça donne des idées en fait pour aller creuser en fait d'autres aspects. On a eu dans l'autre sens en fait des gens qui nous appellent pour avoir des références sur des fonds dans lesquels on a investi. Et pareil, en fait, ça nous ouvre des portes vers des gérants dont on n'a jamais entendu parler. Et je suis, même après 20 ans, toujours étonné de la profondeur en fait, de ce marché-là. Une fois qu'on a fait ça, il y a un deuxième levier qui est un peu plus quantitatif quand même, c'est de regarder, de comprendre un peu dans les histoires et dans les chiffres comment la valeur a été créée. Vous pouvez avoir un fonds qui va avoir des performances historiques, mais absolument géniales. Mais si cette performance historique, elle a été créée par des leviers financiers ou le fait d'avoir acheté pas cher et vendu plus cher, parce que comme les taux baissaient, la valorisation des actifs a monté, bah, tant mieux pour les gens qui avaient investi à cette époque-là, mais scoop, ça va pas être le cas dans la prochaine décennie. Donc en pratique, ça c'est des choses qu'on va vraiment décortiquer pour bien le comprendre, pour comprendre en fait dans la création de valeur, pour des fonds primaires, qu'est-ce qui vient de la croissance, qu'est-ce qui vient de l'arbitrage de multiples, qu'est-ce qui vient en fait du levier, et dans les fonds secondaires, c'est qu'est-ce qui vient de la décote, qu'est-ce qui vient de l'appréciation des actifs et qu'est-ce qui vient du levier. Une fois qu'on décortique vraiment ça, c'est comme si on faisait un X-ray en fait sur les fonds. On voit de façon extrêmement fine la stratégie qui a été mise en œuvre. Si la stratégie qu'on voit à travers les chiffres ne correspond pas au discours, on ferme, on fait autre chose. Si on comprend des aspects, ou si on a des aspects qui nous interpellent, qui nous interrogent, on va discuter en fait avec les équipes, on les questionne en fait sur pourquoi est-ce qu'il y a ça, comment ils ont corrigé ci. Et ça, c'est extrêmement intéressant pour pouvoir voir après comment ils ont adapté leur stratégie. Et donc ça, concrètement, c'est toi et ton équipe. Ouais. Vous faites votre feuille de route, on rencontre lui. Ouais. Ok. Ah oui. On rencontre en fait entre 100 et 150 gérants en fait chaque année. Et après, on va pas faire. En Europe et aux États-Unis, vu que Ouais. vous avez 20% aux US, c'est ça? il me Ouais. semble. Alors sur les US, on l'est beaucoup à travers le secondaire, plus qu'en Ok. direct, même si on commence à développer quand même cet aspect-là aussi. Encore une fois, à travers en fait les équipes secondaires qu'on accompagne depuis un certain temps, qui nous présentent en fait, des équipes. Là, je vais à New York le mois prochain pour rencontrer en fait un certain nombre d'équipes qu'on a identifiées au préalable. Voilà. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va évidemment en discuter pour investir. En général, même si on est parfois petit en fait par rapport à d'autres investisseurs, on n'a pas beaucoup de difficultés en fait à rentrer en fait dans les fonds, tout simplement parce qu'on représente finalement une source de capital que souvent ces gérants n'ont pas, les particuliers, et que on leur amène finalement une capacité de collecte avec un interlocuteur en fait qui connaît bien leur segment, qu'ils apprécient en fait énormément. Très souvent, quand j'ai des appels en fait régulièrement avec nous, on a une quarantaine de gérants qu'on suit en fait aujourd'hui, quand ils nous appellent pour nous donner un peu d'actualité sur leur portefeuille, la deuxième partie de la discussion, c'est ah mais au fait, Julien, comment ça se passe toi en fait par rapport au marché des particuliers, qu'est-ce que tu vois comme tendance, et donc on a en fait finalement pas seulement une information descendante du fonds vers l'investisseur, mais un dialogue qui se crée, qui s'installe et qui est extrêmement appréciable. C'est intéressant ce que tu dis. Donc, en gros, si je résume, la valeur, elle est surtout dans la sélection, plus que dans l'accès. Absolument. Ok. L'accès, c'était un sujet, en fait, objectivement, il y a quelques années. D'accord. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Parce que justement, les fonds, en fait, ont quand même du mal un petit peu à lever, en fait, aujourd'hui. Le capital investissement, il a connu en fait un âge d'or sur la dernière décennie avec la baisse des taux et les taux en fait qui étaient très bas. Aujourd'hui, les levées de fonds sont difficiles. Donc concrètement, quand les levées de fonds sont difficiles, c'est beaucoup plus facile en fait de discuter, même si on représente moins. Et puis il y a aussi un autre aspect, c'est que les gérants qu'on vient rencontrer, je vais te donner un exemple en fait très simple, un fonds secondaire en fait dans lequel j'ai investi il y a plusieurs années. Le premier ticket que j'ai fait en fait dans ce fonds, c'était un ticket en fait de 3 millions. C'était un fonds qui à l'époque faisait 15 milliards. Autant dire que 3 millions, ils s'en fichaient un petit peu.
Mais sauf que moi, je leur avais dit, voilà, je vais commencer avec ça, et puis ça va évoluer, ça va se développer. 3 ans après, j'avais investi 38 millions en fait dans ce fonds-là. Mmh. Donc en pratique, c'est aussi en fait la création d'une relation, d'un canal Mmh. qui va être amené en fait à grandir et à évoluer en fait. Mmh. Et le marché finalement, le capital qui provient en fait des particuliers qu'on organise par rapport en fait à ces acteurs-là, ça a beaucoup de valeur en fait pour eux. Et Mmh. ils savent que ça grandit et ils savent ils ne savent pas forcément le faire en direct. Donc ça les intéresse aussi en fait de voir cette source-là qu'ils n'ont pas par ailleurs, qui ne vient pas en fait perturber leur fonds de commerce en fait classique entre guillemets, qui sont les investisseurs Mmh. institutionnels, mais qui vient en complément et qui vient finalement parfois, je ne dis pas se substituer, c'est pas vrai, parce que les institutionnels pèseront toujours beaucoup plus lourd en fait à ce stade-là, mais ça les intéresse en fait Mmh. d'avoir cette source de capital qu'ils n'avaient pas en fait historiquement. OK. Donc ensuite, je donnerai quelques exemples en fait après, mais avant de rentrer un petit peu dans le détail, peut-être des exemples, parce que c'est vrai qu'un Ouais, des dirigeant, exemples de fonds. un dirigeant qui investit dans des entreprises, il va vous raconter des histoires de dirigeants. Moi, je vais vous raconter des histoires d'entrepreneurs, gérants, parce qu'une société de gestion, c'est aussi une Mmh mh. société de gestion comme une autre. Mais juste pour donner quelques petits exemples, donc Myriad 1, c'est le quatrième fonds qu'on gère en commun en fait avec Kevin de ce type-là. Et puis après Myriad 2, on va en parler parce que c'est le fonds qui nous intéresse particulièrement. Mais Myriad 1, il a l'avantage d'être un peu plus vieux. Il a été créé en juin 2022. Il n'a jamais eu en fait de valorisation négative, donc on n'a Mmh. pas eu de courbe en J en fait dans la valeur en fait du fonds. Et c'est un fonds en fait aujourd'hui à fin juin où on a collecté 95 millions, on en a engagé en fait 117, on a même rajouté quelques 5 millions d'investissements la semaine dernière parce qu'on s'est rendu compte en refaisant nos modèles de trésorerie à la rentrée que comme les fonds investissaient un petit peu moins vite, si on voulait vraiment mettre 95 millions au travail, il fallait qu'on engage un petit peu Mmh. plus en fait dans les fonds. Et aujourd'hui, c'est un fonds qui est investi dans 21 fonds. Donc, il y en a certains qui sont un petit peu connus. Des gens comme Raise, en fait, Qualium ou Capza peuvent être un petit peu connus. Des gens qui s'intéressent au capital investissement. Il y en a d'autres qui sont un peu plus, un peu moins évidents, en fait, à connaître ou autres. Des équipes, en fait, comme Rockbuy, où on a fait partie du premier closing, ou Verto, qui va prochainement, qui est en train de lever son deuxième fonds et qui va bientôt l'annoncer. Mais c'est un beau succès, en fait, en quelques mois, ce qui est remarquable, en fait, dans le contexte actuel. Voilà, c'est des équipes en fait qu'on accompagne. Et puis on a ce mix qu'on a cherché à construire entre secondaire en fait et primaire, où le secondaire, ça nous permet d'accéder indirectement en fait à des très grands noms, mais sur lesquels parfois quelques erreurs de valorisation ont été corrigées en fait par les décotes en fait de secondaire, surtout sur des fonds qui sont déjà assez matures, donc qui vont Mmh. tourner relativement vite. Et puis en primaire, en fait, indirectement, bah, on a voilà, des centaines d'histoires de sociétés qu'on pourrait raconter. C'est pas exactement les nôtres Mmh. directement, c'est celles en fait des gérants qu'on a choisi en fait d'accompagner. Mais ce qui est important en fait pour nous, c'est qu'on a finalement un portefeuille dans lequel on retrouve une vraie multitude de secteurs. Mmh. On a de la tech et de la santé, bien sûr, parce que ça représente en fait une grande partie des investissements de ces fonds-là, mais pas que. On a des sujets, par exemple Atelier de France, hein, c'est des artisans dont les charpentiers ont travaillé sur Notre-Dame. C'était une participation de Raise qui a été revendue en fait à BPI. Voilà, ça c'est, on peut pas faire plus concret. Mmh. Donc aujourd'hui, en fait, un fonds comme Myriad 1, qui a maintenant un peu plus de 2 ans, bah, il y a, sur 95 millions collectés, on a investi un petit peu moins de 60 millions. Et pour chaque euro qu'on a investi, en fait, en termes de portefeuille, cet euro vaut 2 ans après 1,10 €. Donc on a déjà en fait une trajectoire de performance qui est initiée, alors que le portefeuille en est finalement, aujourd'hui, on a fait la moitié du chemin en termes de capital en fait au travail. On a encore les années qui viennent en fait où bah, les fonds vont continuer à travailler, vont continuer à investir, mais on a déjà une base en fait qui est assez positive. Si on reprend Myriad 2, c'est une stratégie qui est similaire avec du co-investissement en fait en plus. Mais globalement, c'est un fonds qui est très jeune. C'est un fonds qui a été créé le 1er décembre 2023. Et c'est un fonds aujourd'hui qui a collecté un peu plus de 60 millions, mais qu'on a engagé un petit peu moins de 80. Et on a investi, en fait, à fin septembre, on était à 16 millions en fait, de capital qui ont été mis en Mmh. fait, au travail, et avec une valorisation en fait, aujourd'hui où pour 1 € investi, en fait, on est à Mmh. 1,06 € en fait, de valeur. Donc on a déjà une valeur qui a Mmh. démarré parce qu'on a fait... Et peut-être juste, excuse-moi de Ouais. te couper, pour être sûr de bien définir les termes, la différence entre collecter et engager? Collecter, c'est des souscriptions qu'on a reçues. C'est-à-dire qu'on Mmh. a eu en fait des souscripteurs, comme les gens qui regardent en fait aujourd'hui, qui ont signé un bulletin de souscription et se sont engagés à apporter 100 000, 200 000, 300 000, 1 million Mmh. dans le fonds. Et ça, c'est les souscriptions. L'engagement, ça c'est le côté entre guillemets passif Mmh. d'un fonds. L'engagement, c'est l'actif. C'est nous, en tant que gérants, Mmh. quels sont en fait les fonds qu'on a sélectionnés. Donc là, il y en a 13. Mais dans ces fonds-là, nous, on a signé
nos propres bulletins de souscription dans ces fonds pour un peu plus de 77 millions. Alors, pourquoi il y a une différence entre les deux? Parce qu'effectivement, on a 60 millions qui vont nous être apportés, mais on sait très bien que les 13 fonds en fait, qu'on a aujourd'hui, ils vont pas tous nous appeler en fait en même Mmh. temps. Mmh. Et puis, quand on prend par exemple un fonds secondaire typique, il va vous appeler du capital pour le mettre au travail, et puis il va vous retourner, vous allez avoir des distributions typiquement assez tôt, à la troisième année, mais ça veut dire que vous allez recevoir votre premier euro de distribution avant de verser votre 53e euro d'appel. Mmh. Donc en pratique, pour un engagement de 100 dans un fonds secondaire, historiquement et statistiquement, vous avez besoin de 52 de trésorerie. Mmh. Donc cette différence en fait entre les deux, c'est ce que j'appelle c'est 52 de capital au travail pour 100 en fait Mmh d'engagement. mh. Et si on prend pas compte, si on prend pas en compte cet aspect-là, on se retrouve sous-exposé par rapport à son souhait en fait d'investissement. Mmh. Ça veut dire que si on veut faire travailler 100 en fait en secondaire, il faut presque engager le double. Mmh. Après, attention, parce qu'il faut être capable en fait de répondre en fait aux appels. Mmh. Mais ça veut dire que le fait d'avoir 15 à 20 lignes, d'avoir cette diversification en fait importante entre le rythme auquel les fonds vont nous appeler et la manière dont ils vont le faire, et on les connaît statistiquement et on les connaît en fait un à un en fait en leur posant la question à chaque fois. On recale en fait nous les modèles de trésorerie en fait quasiment tous les 6 mois pour arriver en fait Mmh. finalement à faire en sorte que si on reçoit 95 de souscription, si on reçoit 150 de souscription, on fera travailler 150. Mmh. Mais pour faire travailler 150, il ne faut pas simplement prendre 150 d'engagement, il faut en faire un petit peu plus Ouais, je et comprends. adapter en fait cette dimension-là. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important, qui est une vraie caractéristique en fait des fonds de fonds, qu'on retrouve pas forcément, par exemple, dans Mmh. des logiques de feeder ou dans des logiques en fait de collection de fonds. Donc après, les fonds qu'on a sélectionnés en fait aujourd'hui, il y en a 13. Alors je vais faire quelques petits zooms en fait comme ça, mais on va prendre quelques exemples. Mais il y a des fonds comme Archimède, alors c'est une équipe française, mais je vais revenir un petit peu dessus. Un fonds comme Celero, qui est une équipe en fait scandinave, et puis un fonds comme LGT, qui est un fonds typiquement en fait secondaire. Et puis on parlera peut-être un petit peu de Vivaldo, qui est une histoire assez intéressante en fait aussi. Donc je vais revenir juste un petit peu en arrière pour reprendre en fait des pages qu'on présente en fait à chaque fois sur les différents fonds. Mais en gros, là, c'est des histoires en fait encore une fois assez humaines et puis d'entrepreneurs qui ont créé leur société de gestion. Archimède, c'est une équipe qui était chez un grand nom du capital investissement qui s'appelle 3i. 3i, c'est une structure qui a été créée en Angleterre en 1946 pour réindustrialiser l'Angleterre après la Seconde Guerre mondiale. Ça s'est ensuite beaucoup développé et en France en particulier, c'était une des grandes maisons d'investissement en fait il y a un peu plus de 20 ans. Puis à un moment donné, ils ont eu en fait un virage stratégique. 3i, ils se sont dit, ben, nous, on pense que les pays émergents, c'est plus intéressant. Ok. L'équipe santé en fait à Paris de 3i qui voit cette évolution stratégique, ben ouais, mais Mmh. c'est pas trop notre histoire ça. Nous, on aimerait bien plutôt continuer à travailler dans le secteur de la santé qu'on connaît bien, sur lequel on voit du potentiel, il y a des choses à faire. Ok, bon bah allez-y. Donc, mais ils sont partis. Ils ont créé en fait leur structure Archimède. Se sont installés à Lyon. À l'époque, ils étaient petite dizaine. Ils ont fait un premier fonds en 2014 en fait qui a levé 146 millions. Et puis là, c'est vraiment une stratégie qui est dans le secteur de la santé. Alors, c'est pas des biotech, c'est pas de la recherche médicale avec des Mmh. risques qui sont parfois très forts, mais c'est vraiment des dispositifs médicaux, des sujets sur lesquels on va aider finalement le secteur de la santé à se développer, faire traverser l'Atlantique en fait à des projets européens qui vont Mmh. se développer en fait aux États-Unis et autres. Et en fait, c'est un fonds où ce fonds en fait en 2014, il a aujourd'hui rendu 6 fois l'argent en fait à ses souscripteurs. C'est une performance absolument exceptionnelle dans une stratégie en fait de ce type-là. Et globalement, ça leur a donné un accélérateur très fort parce qu'aujourd'hui, c'est une structure qui gère en fait plusieurs milliards. Ils sont basés 2 tiers à Lyon, un tiers en fait à New York. Ils sont 130 investisseurs. Ils parlent 30 langues. Mais c'est des Français à la base? C'est des Français. OK. C'est une équipe française. Donc c'est vraiment une équipe qui a vraiment une spécialisation sectorielle très Mmh. forte, qui ont connu un succès absolument remarquable, à la fois en Ouais, 6 performance fois. financière et en levée de fonds, et qui aujourd'hui en fait continuent à tracer en fait leur route. Et nous, c'est des gens qu'on avait rencontrés en fait en 2015, qu'on les avait aidés à obtenir des financements pour démarrer en fait leur activité. Donc on a créé en fait des relations avec eux et aujourd'hui, quand ils lèvent en fait un fonds, ils ont 4 fois plus de demandes en fait que la taille du fonds qu'ils veulent Mmh. faire. Et vu le niveau de performance qu'ils ont réussi à atteindre, tout le monde veut y aller quoi. Mmh. Mais en pratique, on est un des rares fonds de fonds en fait à être présent en fait avec eux, voire le seul, parce qu'on les connaît en fait depuis des années et qu'on les a accompagnés au moment où il n'y a pas grand monde. Parce que le reste des souscripteurs, c'est des institutionnels, C'est que des banques, institutionnels. Ouais. assureurs, Ouais. OK. Ils essayent, ils se développent quand même aussi vis-à-vis des particuliers. Vous pouvez en entendre parler en fait Mmh. dans d'autres
d'autres approches, Mmh. mais c'est le très gros en fait des capitaux qui sont amenés en fait dans un fonds comme celui-ci, ce sont en fait des institutionnels. Mmh. Donc après, un autre exemple qui est complètement différent, là on était en fait dans le primaire sectoriel santé, là on passe en fait finalement sur une logique comme LGT, c'est du secondaire. LGT, c'est la structure de capital investissement qui a été créée pour gérer le patrimoine en fait de la famille princière de Liechtenstein. Ils ont démarré il y a un peu plus de 25 ans avec un petit peu moins d'1 milliard. Aujourd'hui, ils ont 70 milliards en fait sous gestion et ils ont plein de stratégies. Ils ont des stratégies d'investissement directement dans des fonds, stratégies primaires, ils ont des stratégies en fait secondaires, ils ont plein d'autres activités. Et leur stratégie secondaire, c'est une stratégie très classique en fait dans le secondaire où ils rachètent principalement en fait des parts de fonds. Donc c'est la stratégie historique du marché secondaire. C'est une stratégie en fait sur laquelle là c'est leur fonds 6 qui fait 6 milliards, dans lequel la famille elle-même investit 300 millions. Donc il y a un très gros alignement d'intérêts et sur lequel en fait ce qu'on va chercher finalement avec un fonds comme celui-ci, c'est vraiment la coloration secondaire en fait qu'on aime bien. Parce que ça c'est un fonds aujourd'hui qui est quasiment déployé en fait à hauteur de 30%, Mmh. mais qui a déjà en fait une valorisation positive assez significative et qui permet d'avoir en fait cette anti-courmangie en fait qu'on veut avoir dans la construction en fait de portefeuille. Ensuite, Celero, c'est un autre exemple qui est très particulier, qui est très intéressant. On s'est rendu compte en fait en observant le marché que bah, les petits fonds avaient un petit peu mal à lever, je l'ai dit, et les gros fonds levaient beaucoup. Et c'est particulièrement vrai par exemple en Scandinavie, où vous avez en fait des très gros fonds qui ont parfois presque plus de capitaux que la capacité du marché. Et bah, il y a des acteurs qui ont identifié en fait ce sujet-là. Et Peter Moller et son équipe, c'est des gens qui étaient chez FSN. FSN, c'était déjà un assez gros acteur en fait sur le marché nordique. Et déjà, ils avaient grossi avec la capacité à lever des fonds. Et puis, ils se retrouvaient pas forcément dans la typologie des investissements qu'on leur demandait de faire. Ils aimaient bien ce qu'ils faisaient en fait 10 ans auparavant sur des structures un peu plus petites, avec une dimension un peu plus humaine en fait dans le travail. Et puis en même temps, ils se sont rendus compte que, ben oui, ok, on a grossi en fait en termes de taille, mais il n'y a pas autant d'opportunités que ce qu'on l'on pouvait penser. Et donc, fondamentalement, c'est intéressant en fait de pouvoir revenir un petit peu aux sources, back to basics, et puis surtout en fait de pouvoir construire les entreprises qui vont devenir en fait des sujets d'investissement pour les gros fonds qui ont les capitaux pour le faire. Donc là, nous, quand on regarde ce marché-là, on est beaucoup plus attiré par le fait de se dire, bah, ouais, aller dans les gros fonds qui aujourd'hui vont peut-être avoir un petit peu du mal à déployer le capital, vu le contexte actuel, c'est peut-être pas idéal, tant mieux pour ces fonds-là et pour ces gérants, mais globalement, c'est aussi une source de liquidité pour ceux qui sont capables d'amener des projets en fait à ces fonds-là. Donc allons plutôt regarder cet aspect-là. Et donc, on a regardé en fait ce marché-là, on a identifié en fait cette équipe, et cette équipe, elle avait déjà commencé en fait à travailler. Ils avaient déjà fait 3 ou 4 investissements. Ils avaient levé 80 millions. Ils avaient vraiment eu du mal en fait à lever ce capital en fait au tout début. Mais il y avait déjà en fait une histoire qui commençait en fait à être écrite et il y avait en fait une des opportunités à la fois de construire en fait des actifs qui peuvent générer une performance par eux-mêmes, mais surtout de pouvoir avoir l'opportunité de les céder en fait à d'autres acteurs qui allaient être en demande en fait pour le faire. Mmh. Et donc on est rentré en fait dans ce fonds-là quand il était à peu près à 80 millions. Aujourd'hui, ils ont fini en fait 6 mois après avec 250 millions collectés, ce qui est Mmh. presque un peu gros pour la stratégie qu'ils veulent mettre en place, mais ça va, c'est pas encore non plus excessif. Mais globalement, voilà, ça c'est le résultat à la fois d'une analyse un petit peu macro de marché pour voir en fait comment le marché évolue et où les opportunités sont en train de se créer pour aller saisir en fait Mmh. finalement s'adapter au contexte en fait de marché et aller saisir les opportunités qui peuvent s'exprimer correctement en OK. fait sur ce marché-là. D'autres exemples, enfin, Siena, c'est un exemple en fait d'une équipe qui était l'équipe française en fait d'un grand acteur américain, Oaktree, mais le centre de décision aux États-Unis, ça marchait pas très bien, donc ils voulaient vraiment se lancer eux-mêmes. Il y a un lien avec Siena qui fait partie du groupe Malakoff ou rien du tout? Alors, la partie private equity, en fait, Siena, il y a plusieurs entités. Et D'accord. la partie private equity, c'est essentiellement une logique en fait où ils travaillent beaucoup en fait avec GBL en fait qui est la famille frère ou Desmarais qui est côté Sagard historiquement. Ouais. Où en Au gros, Québec, il me semble, voilà, c'est ça? exactement. Et c'est Paul Desmarais en fait qui gère ce truc-là. Et en gros, là, enfin, quand l'équipe a voulu en fait se lancer, GBL et GBL leur a dit, mais attendez, moi je vais vous confier en fait 200 millions, faites vos premiers investissements, puis après vous irez chercher en fait du capital à l'extérieur. OK. Donc ils ont fait les premiers investissements, ils ont commencé à lever du capital. Sagard New Gen, c'était exactement la même histoire en fait sur Meriana. Et en gros, nous, on est arrivé comme les premiers investisseurs en fait externes, quasiment au départ. Et en gros, on arrive dans un portefeuille où il y a déjà en fait 2 opérations qui ont pu être réalisées, dont une qui nous a permis de faire un co-investissement avec leur côté, qui est Eight Advisory, qui est une structure en fait française qui intervient
en audit, en M&A, et qui s'est très bien diversifié, et heureusement pour eux, parce que le contexte en fait aurait pu être très dur s'ils étaient Que du restés M&A. que en fait en M&A. Donc c'est une société qui a un taux de croissance en fait depuis 2018 de 21% par an, qui continue encore à croître en fait maintenant, et sur lequel ça c'est une opération qui a été réalisée en 2022 en fait 2022 en fait par Sienna, dans lequel nous on est rentré là cette année. Donc en D'accord. fait, on prend un train en marche sur une Mhm. opération sur laquelle on est particulièrement à l'aise, avec une équipe où on est particulièrement à l'aise. Mhm. Bon, je vais pas tous les faire en Ouais, mais fait. je vais peut-être en profiter, même Vas-y. si souvent on laisse les questions pour la fin. Mais là, il y en a qui sont spécialement liées à Hmm. la stratégie, vu qu'on en parle. Et il y a des questions qui sont assez intéressantes. La première, c'est par rapport à l'allocation. Oui. Les 20% US, bon, j'ai vu qu'il y avait une volonté potentiellement d'aller accentuer cette Hmm. exposition US. Mais est-ce que c'est voulu? Est-ce que vous avez des vues spécifiques sur l'Europe ou c'est juste le fait que vous soyez plus à l'aise avec le marché européen? Alors, deux réponses en fait à ça. La première, c'est évidemment en fait une question de connaissance en fait de marché. Mm. Je vais pas dire que je suis un spécialiste de tous les marchés de private equity, c'est Mm. pas vrai. Par contre, le marché français, je le connais très bien. Le marché européen, je le connais bien. Le marché américain, je le connais bien, mais pas extrêmement bien. Mm. Maintenant, le marché américain, c'est un marché qui est aussi en fait à deux vitesses. Il y a trois grandes composantes aux États-Unis. Il y a beaucoup de capital innovation. Donc ça, c'est un marché très particulier, mais qu'on ne regardera pas en fait dans le cadre Mhm. du fonds de fonds. Il y a des très gros fonds. On n'est pas très intéressé en fait non plus de ce côté-là. Et ça, on a un accès très très fort en fait là-dessus, parce que la base de données à laquelle on a accès en fait avec notre partenaire Stepstone, c'est une base de données qui nous permet en 3 clics de connaître la performance individuelle d'un partenaire en fait d'un fonds américain depuis 25 ans, Mm. de connaître en fait la radiographie de comment la création de valeur en fait a été faite à un moment donné. Et quand je vois des gros acteurs américains qui avaient des très très belles performances en fait historiquement, quand ils avaient des fonds en fait aux alentours de 1 milliard et qui aujourd'hui ont des fonds de 17 milliards qui déploient en un an dans 6 investissements en payant 44 fois l'EBITDA en fait en moyenne, ben moi j'ai pas envie d'y aller. Mm. Si je le retrouve en secondaire, pourquoi pas? Et encore, je préfère retrouver les vieux fonds en fait en secondaire qu'une stratégie de ce type-là, où on sent qu'il y a une vraie inflexion aux États-Unis de la part de certains gérants d'avoir le plus d'actifs sous gestion possible pour valoriser la société de gestion qui peut faire l'objet d'une acquisition par les acteurs du côté qui cherchent à avoir un bras private equity. Mm. Super pour les actionnaires de la société de gestion, pas forcément idéal pour les investisseurs. Mm. Donc en pratique, ça, c'est des sujets qu'on peut voir très très vite en fait avec la base de données qu'on a, donc on écarte en fait assez rapidement en général. Par contre, ce qu'on a identifié, c'est que dans le marché américain, il y a énormément d'acteurs qu'on pourrait qualifier un peu de mobs and paps en fait dans certains secteurs, mais qui sont finalement des acteurs qui vont gérer typiquement des fonds de 200, 300 millions, qui veulent pas grossir, Mm. qui vont proposer finalement, ils font des fonds successifs d'environ 300 millions, ils proposent souvent du co-investissement un pour un, c'est-à-dire qu'en fait ils vont déployer tous les 3 4 ans, ils vont déployer 600 millions en fait dans un secteur ou dans une zone géographique qu'ils connaissent particulièrement bien. Et ça, c'est des fonds qui sont très robustes, qui ont des très belles performances, très intéressants, mais il y en a des milliers. Et Mm. c'est très difficile en fait de les identifier. Et donc si vous n'êtes pas un spécialiste ou que vous n'avez pas une équipe de 15 personnes en fait sur Ouais. place pour le faire, bah, fondamentalement, nous l'approche qu'on choisit d'avoir, c'est de dire OK, il y a des fonds secondaires dont c'est la spécialité, on va travailler avec ces fonds-là, on va investir dans ces fonds-là, on va apprendre, on va être accompagné et on va aller voir en fait les sujets qui nous semblent pertinents à pouvoir intégrer en fait dans une stratégie de fonds qui n'ont pas les excès d'une financiarisation ou Mm. d'une croissance en fait à la taille trop importante. Mm. Je comprends. Voilà. Très bien. Donc, après, bon, rapidement, peut-être d'autres un peu d'exemples. Edway, c'est une histoire qui a une vingtaine d'années, mais c'est un segment de niche en fait du secondaire. C'est des gens, ce qu'on appelle l'independent sponsor, c'est-à-dire qu'eux, ils vont plus racheter en fait des portefeuilles. Donc, c'est du secondaire, mais sur lequel on a une capacité de génération de performance qui est très supérieure au secondaire entre guillemets classique, puisqu'on peut aller chercher la performance historique, elles sont plutôt aux alentours de x2 Mhm. sur les montants investis. Mais ça, c'est la spécialité d'Edway, c'est d'identifier des sujets dans lesquels il y a des rachats en fait à avoir en fait dans les portefeuilles, où ils arrivent à avoir des décotes de près de 40% sur les achats de portefeuille. Donc c'est une stratégie spécifique en fait de secondaire, mais pour nous, ce secondaire spécialiste, c'est un excellent complément d'un secondaire généraliste Mhm. qu'on a en fait par ailleurs. Verto, c'est une opération qu'on a eu l'opportunité de faire où on a pu en fait acquérir, on a travaillé pour investir dans Verto 2, qui est un fonds en fait qui est en train d'être levé. Et quand on a fait ce travail-là, on a eu l'occasion de travailler beaucoup sur le portefeuille de Verto 1 pour comprendre ce qui se passait. Et puis, il y a eu l'opportunité, on en parlait avec l'équipe, il y a eu l'opportunité en fait de racheter les parts d'un souscripteur historique. Bah, quand vous avez fait le travail d'analyse en fait finalement de ce qui a été fait par cette équipe-là et que vous avez l'opportunité de pouvoir prendre une exposition dans des conditions qui vous semblent pertinentes sur un portefeuille déjà existant avec une équipe que vous validez parce que vous allez investir avec elle,
le coût marginal en fait de cet investissement secondaire, c'est une opportunité. On ne va pas le chercher systématiquement, mais si elle se présente et qu'elle est pertinente, on le fait. Mhm. Donc là, on est pragmatique. Donc ça a été ce qu'on a fait. Mais on a investi par exemple 2 millions dans cette opération-là. Et là, on a déjà la première distribution qu'on a reçue sur Myriad 2, c'est cette opération. On a investi 2 millions en fait au mois de juillet. On a reçu 300 000 euros et on a 200 000 euros qui doivent revenir avec une performance de x1,5. On a eu la première distribution le 4 octobre. On en aura une en fait au mois de novembre. Donc on va avoir un quart de notre investissement qui va être revenu en fait 3 à 4 mois après notre investissement initial, avec un multiple de 1,5 en fait sur la part en fait sur cette part-là. Donc ça, bah, on savait que ça allait arriver. On avait compris dans le portefeuille qu'il y avait ce genre de sujet. Donc on a été pragmatique et on l'a fait. Ouais, super intéressant. Euh, je vais peut-être, parce que honnêtement, je pourrais t'écouter pendant des heures et rouler les gérants, c'est vraiment passionnant, mais il y a aussi des questions qui Ok. peuvent être intéressantes. Et vu qu'il est déjà 19h20, c'est important quand même de les passer en revue. Comme ça, on peut avoir ton avis dessus. Une question intéressante, parce que tu parles souvent du travail d'analyse que vous faites, aller rencontrer les gérants, et on a des spectateurs qui aimeraient savoir bah, de qui se compose ton équipe, combien de personnes, un petit peu comment est-ce que vous Ouais. travaillez day to day. Alors, aujourd'hui, en fait, on a au sein de la société de gestion, on a une quinzaine de personnes. Alors, tout le monde ne travaille pas en fait sur Mm. l'aspect en fait fond de fond. On a une équipe au fait aujourd'hui où on a sur l'aspect entre guillemets middle office qui va être un peu l'intendance en fait du Mm. fond. On a une équipe en fait dédiée d'une personne. Mais sur l'aspect en fait investissement direct, on est deux et on s'appuie ensuite sur des analystes Mm. qu'on partage en fait en commun avec les différentes verticales en fait du groupe. Mm. Donc aujourd'hui, le gros du travail aujourd'hui repose beaucoup en fait sur Kevin en fait et moi-même. Mm. Mais à ce stade, évidemment, plus on va évoluer en fait dans le développement, plus on va s'étoffer et structurer en fait l'équipe pour avoir en fait une capacité à se concentrer en fait sur cet aspect-là en Mm. se reposant sur une équipe en fait qu'on va faire évoluer au fur et à mesure en fait des fonds. Ok. Voilà. Ensuite, il y a une question sur les... Parce que tu parles de plusieurs fonds qui semblent avoir des stratégies un peu différentes Mmh. et complémentaires, Mmh. mais est-ce qu'il y a des secteurs en particulier que vous privilégiez? Tu as parlé de la santé. Est-ce que c'est Alors, des choses que vous regardez ou vous essayez de rester le plus généraliste possible dans une logique de diversification? en fait, il y a des secteurs qui sont un peu plus faciles en fait à aborder. La santé, c'est un secteur où les valorisations sont élevées, mais la Mm. solidité des entreprises est aussi très forte. Mm. Donc en pratique, c'est un secteur dans lequel on a une vraie exposition entre Archimède ou Vivalto, qui est aussi un spécialiste en fait de la santé. Verto, c'est plutôt une logique de logiciel en fait et de société en forte croissance. Donc ça, c'est les secteurs entre guillemets classiques qu'on va retrouver en fait en private equity. Mais notre idée, c'est fondamentalement de ne pas avoir 10 fonds dans la santé. Mm. C'est d'avoir en fait finalement, oui, des fonds dans la santé et dans la tech, mais pas que ça. Donc il y en a qui sont aussi des fonds qu'on est en train de regarder en ce moment, qui sont entre guillemets plus traditionnels, plus généralistes, plus entre guillemets les pieds dans la terre. Mm. Mais c'est aussi intéressant parce que si on a une concentration sectorielle trop forte en fait en termes de stratégie, la diversification elle est pas bonne, même Mm. si on a 10 fonds. Donc fondamentalement, on fait attention en fait à avoir une diversification en nombre de gérants. On peut pas avoir en fait dans le fond plus de temps du fonds qui est géré par une structure. Et puis aussi, on va faire attention nous de notre côté à ne pas avoir en fait 10 fonds dans la santé. Mm. Donc en gros, on va aller travailler, et là, les opportunités qu'on a eues ont plutôt été dans ce domaine-là pour l'instant, mais on sait que maintenant, on va plutôt aller se concentrer sur d'autres Mm. sujets qui vont être en fait des secteurs plus traditionnels, plus classiques, euh, mais qui seront des très très bons compléments et décorrélés aussi en fait finalement de ce qu'on a pu identifier pour l'instant. Très bien. Et ensuite, peut-être une dernière question avant de passer, parce que c'est important aussi Ouais, qu'on puisse parler du fonds en particulier, des détails logistiques. ouais. Euh, c'est l'influence de la géopolitique et de la macroéconomie sur les points forts et points faibles du PE Mhm. versus, par exemple, le marché coté ou peut-être on parle aussi de dette privée, en ce moment on en parle beaucoup. Autrement dit, est-ce que c'est toujours le bon moment en 2024-2026, même si je sais qu'il n'y a jamais de bon... On en a parlé avec le secondaire et le Non, ouais, primaire. je suis pas un fan en fait de la logique de momentum. Je Hmm. pense qu'il y a, quels que soient les moments, il y a des bonnes idées et des mauvaises idées. Le tout, c'est de faire le tri. Hmm. C'est vrai qu'en fait, quand on regarde historiquement, quand on a des phases en fait de crise en capital investissement, souvent ça se traduit par des levées de fonds qui sont un petit peu plus basses,
Donc ça veut dire qu'il y a plus de pouvoir de négociation de la part des investisseurs fonds qui vont aller Mmh. discuter avec les entreprises ou les vendeurs, entre guillemets. Et donc souvent, ce qui se passe, c'est que des fonds qui sont levés dans des situations un peu plus compliquées d'un point de Mmh. vue macroéconomique, historiquement, on observe des multiples qui sont un peu plus Mmh. élevés, même si parfois les TRI sont un petit peu plus bas parce que ça met plus de temps en fait à construire cette valeur-là. Mmh. Donc ça, il faut juste avoir conscience en fait de ça. Après, de toute façon, ce qui est vraiment important quand on est dans une logique en fait de construction de son patrimoine, c'est que timer en fait le marché, c'est extrêmement difficile. Mmh. Et même la meilleure réponse que je pourrais donner, c'est même si nous on intègre par exemple une dimension de diversification de millésime avec Mmh. la logique d'avoir un portefeuille qui soit équilibré aussi en termes de millésime dans lesquels on investit, c'est si on veut, il faut plus raisonner par rapport à son objectif personnel d'exposition à la classe d'actifs à un horizon en fait 5 Mmh. ans. Une fois qu'on a défini ça, comment est-ce qu'on l'atteint? Ben, ça va pas être en investissant, si on veut, je dis n'importe quoi, avoir 500 000 d'exposition de private equity dans son patrimoine. Il faut pas investir 500 000 maintenant. Mmh. Il faut en faire une partie maintenant et puis se laisser de la place pour construire en fait après, pour que ça tende vers cet objectif en fait Mmh. à 5 ans d'avoir en fait ce stock qui est construit et exposé en fait dans la classe Mmh. d'actifs. Donc ça passe par le fait de se dire, ben, c'est pas forcément tout de suite la super bonne année. Il faut pas tout faire maintenant. Il faut Mmh. en faire une partie, se garder des marges de manœuvre Mmh. et voir et prendre le temps de construire en fait son allocation, Mmh. que ce soit dans des fonds de fonds ou dans des fonds Mmh. directs. Et j'ai l'impression, en tout cas, et c'est très en ligne avec notre philosophie d'investissement, c'est que même la manière dont tu parles la manière dont tu parles de la construction du fonds de fonds Myriad 2, on a quand même l'impression que c'est un fonds qui a pour but d'être assez résilient et de couvrir un petit peu ses arrières, quel que soit le cycle économique. Oui. Et ça, pour le coup, c'est vraiment en ligne avec notre philosophie d'investissement chez Ramify, essayer de créer des portefeuilles qui vont durer, qui sont adaptables. Et ouais, je suis assez d'accord avec cette vision-là. Après, j'ai pas la science infuse, hein, peut-être que dans les 20 fonds qu'on va sélectionner, ils seront peut-être pas tous de premier quartile, Mmh. mais le but, c'est pas d'avoir 20 fonds de premier quartile, Mmh. Mmh. c'est d'avoir en fait finalement une majorité en fait de Mmh. fonds qui soient plus performants que la moyenne en Mmh. fait qui peut exister par ailleurs, et puis de prendre en compte en fait les caractéristiques de ces Mmh. fonds, le rythme auquel ils mettent le capital Mmh. au travail, pour faire en sorte que quand on nous fait confiance pour investir en fait 100, bah, on fasse bien travailler en fait 100 et pas juste 80 parce qu'il y a une couche de frais en fait qui se promène en fait au milieu. Ouais. Donc en pratique, ça euh, il y a à la fois une efficacité de capital au travail qui est vraiment l'ADN en fait de Mmh. ce qu'on fait dans une logique de fonds de fonds et qu'on peut faire parce que c'est un fonds de Mmh. fonds. Et il y a une logique en fait aussi de dire bah voilà, il y a la diversification, mais diversification ne veut pas dire en fait moindre performance. Mmh. Ça c'est pas vrai. Mmh. C'est la diversification, c'est une forme de protection, c'est une manière de Mmh. gérer le risque en capital. Elle est jamais parfaite, Mmh. mais globalement, elle permet en fait aussi de pouvoir ensuite aller s'exposer sur certaines stratégies où bah, parfois on aura peut-être le regret d'avoir pas suffisamment investi sur un fonds Mmh. qui va être très très bon, mais c'est pas très grave parce que fondamentalement c'est l'équilibre en fait qu'on a construit dans le Mmh. portefeuille plus que des choix de conviction en ayant fait en fait une grosse exposition. C'est Mmh. pas notre philosophie. Ça c'est plus quelque chose qu'on peut laisser à un investisseur qui souhaite personnellement en fait au-delà de ce qu'on propose aller concentrer son capital sur une stratégie qui lui parle. Mmh. Euh, Mmh. je le comprends aussi. Ouais, bien sûr. Et on l'a dit tout à l'heure, ce qu'on achète avec Myriad 2, c'est la sélection. Donc, Oui. qui dit sélection dit qu'on sélectionne les plus performants a priori. Bien sûr, on verra plus tard, mais ok. On n'a pas une boule de cristal, mais on Mmh. essaie quand même de faire en Mmh. sorte d'éviter en fait des grosses erreurs et puis de choisir en fait des gens sur lesquels les alignements d'intérêt sont très forts. Mmh. Une équipe comme Celero qui investit à titre personnel 20 millions en fait dans un fonds, alors même si maintenant il fait 250, Mmh. quand il en faisait 80, Ouais. ils avaient bien retourné la Mmh. table. Mmh. Donc ça, on le fait, on le regarde en fait spécifiquement, on se l'applique aussi à nous-mêmes parce que à la fois le groupe Interinvest et Mmh. l'équipe de gestion investit en fait directement dans le fonds. Mmh. Donc ça, c'est des choses en fait qui sont évidentes pour nous côté Mmh. investissement, mais aussi en fait vis-à-vis de nos souscripteurs. Après, on peut-être parler un petit peu, on a parlé beaucoup de l'actif, on va parler un peu aussi de la façon peut-être dont on organise les Mmh. choses, Mmh. parce que c'est vrai que moi j'ai fait le constat en travaillant en fait beaucoup avec des investisseurs particuliers depuis maintenant une dizaine d'années que bah, évidemment le format institutionnel tel que le private equity fonctionne, où en fait il y a une part qu'on appelle du capital qu'on appelle uniquement quand on en a besoin, puis on le renvoie en fait quand on n'a plus besoin. Alors ça maximise le TRI côté Mmh. institutionnel, ça évidemment, mais globalement c'est pas forcément totalement adapté à la manière dont chacun au jour le jour va gérer sa trésorerie. Donc en pratique, on a intégré plusieurs types de parts, à la fois pour bah, tenir compte de niveaux de frais qui sont différents en fonction de la taille des montants investis en fait au départ, et puis surtout en fait du rythme auquel le capital se met au travail. Alors on propose en fait ça, on laisse le choix finalement aux souscripteurs de dire bah voilà, je souhaite en fait finalement
mettre tout le capital au travail tout de suite parce que j'ai pas envie de m'embêter avec des appels en fait plus tard. Le multiple sera le même de toute Mmh. façon en fait à la fin. Le TR évidemment sera pas le même de ce côté-là, mais ça c'est possible. Mais aussi en fait à partir d'un certain montant, on a en fait une départ qui ressemble au part institutionnel qu'on appellera uniquement en fait quand on en aura besoin. Mmh. Donc ça maximise le TRI, mais il faut savoir gérer sa Mmh. trésorerie à côté. Et puis on a innové, on a créé ces parts-là nous en 2016 pour la première fois. C'est des parts à appel programmés, c'est-à-dire qu'on on enlève l'aléa en fait de l'appel. Mmh. On donne une visibilité aux souscripteurs sur quand est-ce qu'il va être appelé et sur quel montant. Donc ça permet de s'organiser. Bien Ça sûr. permet en fait, ça transforme une notion d'engagement en effort Mmh. d'épargne, ce qui est même plus réaliste par rapport à la fonction dont fonctionne le private equity. Et ça permet aussi de s'adapter à des situations dans lesquelles on peut avoir des revenus réguliers, Mmh. des dividendes ou des Et c'est l'une des bonus. questions les plus posées par les souscripteurs. Ouais, Quel est le rythme. calendrier d'appel Ouais. et ça permet aussi de faire une petite optimisation de son côté, mettre en compte à terme Bien sûr. pour optimiser un Si peu on le a déjà cash. la trésorerie, on peut en placer en fait une partie Mmh. et ça permet en fait de pouvoir travailler de façon beaucoup plus souple dans son patrimoine. Mmh. Alors la conséquence, c'est que nous en fait en tant que gérant, on a une dimension de trésorerie en fait à gérer de l'autre côté parce que un fonds comme Myriad en fait, c'est nous de notre côté, on va avoir quasiment 100 à 150 flux de trésorerie à Mmh. gérer en fait du côté du portefeuille. Mmh. Évidemment, on déporte pas ça sur les souscripteurs parce que là, Mmh. ce serait ingérable pour tout le monde. Mais globalement, ça veut dire qu'on a aussi une gestion de trésorerie, on a des outils en fait pour le faire. Et globalement, mais ça facilite la vie en fait Mmh. du souscripteur et ça permet de coller à la réalité de la mise au travail du capital en fait des fonds. Myriad 1 à 2 ans aujourd'hui, il y a la moitié du capital qui a été mis au travail. Mmh. On a eu le troisième appel programmé qui a eu lieu en fait début juillet. Donc aujourd'hui, on a de la trésorerie qui va se mettre au travail jusqu'au 30 juin de l'année prochaine. Donc aujourd'hui, sur un fonds comme Myriad 2, typiquement, on va verser un quart en fait à la souscription. Il y aura un deuxième quart qui arrive en fait début janvier de l'année prochaine, parce qu'on avait démarré déjà il y a un an. Et puis ensuite, ce sera un quart en janvier 26, un quart en janvier 27. Donc ça, Mmh. c'est pour les parts programmées. Ça permet d'étaler un petit peu la mise au travail du capital. Il y a une logique de prime de souscription aussi, parce qu'en fait, et ça, c'est pas quelque chose qui va à la société de gestion ou à la distribution. C'est quelque chose qui reste en fait dans le fond. C'est une question d'équité entre ceux qui sont arrivés quand c'était une Mmh. page blanche et ceux qui arrivent alors que la moitié du portefeuille est déjà là. Mmh. Mais cette prime de souscription, elle est de 1% en fait aujourd'hui. Elle rentre en fait dans le fonds. Elle va être investie en fait pour tout le monde et elle sera repartagée ainsi que ses fruits à tous Mmh. les souscripteurs. Elle est de 1% maintenant. Elle sera de 2% à partir en fait du 1er janvier et le fonds est ouvert à la souscription jusqu'au 31 mai 2025. Il n'y aura pas de prolongation de la période de souscription. Très Donc, bien. Bah, si peut-être on peut remettre la slide, parce que je vois qu'elle n'est pas sur le live, pour reprendre un petit peu et faire le récapitulatif de tous ces détails techniques qui sont importants. juste 2 points, je voulais Mmh. quand même remettre un petit peu avant. Il y a Ouais. une particularité qui est importante quand même à signaler, c'est que les fonds en France, en fait, vous pouvez avoir une logique, ce qu'on appelle le quota fiscal. Alors, excusez-moi s'il faudrait une aspirine à cette heure-là, mais fondamentalement, cette logique de quota fiscal, ça veut dire que pour moi, en tant que gérant, je vais investir 1 € sur 2 en fait en Europe. C'est ça Mhm. ma contrainte, c'est Mhm. tout. Mhm. Pour les particuliers et pour les personnes physiques et pour les personnes morales en fait qui investissent, ça permet d'avoir une fiscalité qui est plus légère en fait que la fiscalité classique. C'est-à-dire qu'au lieu d'être pour un particulier à la flat tax, on est exonéré en fait sur la plus-value, Mhm. donc on ne paye que les cotisations sociales, CSG, CRDS, donc 17,2 en fait aujourd'hui. Et pour les personnes morales, il y a un points importants. C'est on aura une fiscalité qui sera au maximum en fait avec un taux d'IS de 15% et parfois en fait de 0 quand on distribue des plus-values long terme, ce qui est souvent le cas avec les fonds primaires. Et puis surtout, on n'a pas d'imposition sur les plus-values latentes. C'est-à-dire que si on investit dans un fonds qui n'a pas le quota fiscal, si le fonds en fait s'apprécie, si vous avez investi 100 et que le fonds vaut 120, c'est comme un OPCVM, vous rentrez 100 dans votre assiette d'IS, vous devez payer 5 en fait d'IS, alors même que vous recevrez le cash que 4 à 5 ans en fait après. Donc ça, on a en fait finalement ce qui déclenche la fiscalité avec Myriad 2, c'est le fait de percevoir effectivement la plus-value dans un cadre fiscal qui est plus adapté à la fois pour les particuliers ou pour les personnes morales. Très clair. L'autre aspect, vite fait, je vais prendre le résumé derrière parce que je sens que l'heure tourne. Ça fait 1h10, mais honnêtement, c'est passionnant. Moi, je pourrais rester longtemps. C'est plus globalement, c'est un fonds, quand on se dit, voilà, un fonds, c'est 10 ans, ça semble très long, etc. Mais un fonds, c'est pas du tout quelque chose où on investit et puis il se passe rien pendant 10 ans et on voit ce qu'il y a à la fin. C'est avant tout des flux de trésorerie où les flux d'appel, on les maîtrise. Donc là, typiquement, on va avoir des flux de 25 en fait pour les 4 premières années. La contrepartie de l'avantage fiscal, c'est un engagement de conservation des parts en fait pendant 5 ans. Donc on
n'a pas de distribution sur les 5 premières années. Mais nous, notre objectif après en termes de gestion, c'est de restituer le capital aux souscripteurs au cours de la 7e année. Donc en pratique, ça veut dire que les 25 qu'on va verser la 4e année, on va les récupérer typiquement 2 ans après. Mmh. Et on essaye de travailler, on a mis un peu une simulation à quoi ça peut ressembler. Voilà, Myriad, ça peut ressembler à peu près à ça, en Mmh. termes en fait de flux de trésorerie pendant la phase d'appel et pendant la phase en fait de Mmh. distribution. Et donc tu voulais la synthèse, j'y viens tout de suite. Ouais, la synthèse et une question aussi qui est souvent posée, je me fais le relais de nos souscripteurs, c'est, tu parlais de la vie du fonds. Comment est-ce que vous arrivez à garder le contact avec, les souscripteurs? Est-ce qu'il y a des news de temps en temps, des reportings, Bien sûr. Bah, d'un point de vue déjà de valorisation au rapport de gestion, on a un rythme en fait trimestriel. Mmh. Donc on a une valeur liquidative en fait tous les trimestres. Donc on va fournir en fait aux souscripteurs un relevé de compte quelque part avec combien vous avez investi, quel est votre engagement, qu'est-ce que vous avez versé, combien ça vaut, qu'est-ce que vous Mmh. avez perçu. Donc ça c'est tous les trimestres. Et puis on a un rapport de gestion qu'on fait aussi tous les trimestres dans lequel on va détailler voilà les grands chiffres en fait à la fois du fonds et puis le détail en fait sur chaque fonds sous-jacent dans lequel on a investi, sur quels sont les flux propres en fait à ce fonds-là, les faits marquants qu'il y a pu y avoir en fait sur le semestre et les principales entreprises par exemple dans lesquelles il va être Mmh. investi. Super. Voilà. Donc, ouais, si on résume en fait de façon un peu synthétique, finalement, un fonds comme Myriad, c'est vraiment une logique où on va prendre toutes les couleurs qui peuvent exister en private equity pour composer en fait un tableau un peu harmonieux. On va construire ce portefeuille avec soin, mais ça veut dire que pour une souscription en fait d'un montant donné, on a accès à un portefeuille professionnel où il aurait fallu plusieurs millions, voire dizaines de millions en fait pour le construire. Derrière, on va avoir une diversification, on cherche à maîtriser les risques en fait qu'on peut prendre sans sacrifier l'aspect performance, avec un process qui est évidemment digital en fait aujourd'hui. Et ça fait des années qu'Interavest l'a fait. Il n'aurait pas Mmh. attendu le Covid en fait pour s'y mettre. Et puis, si on le souhaite, une visibilité sur les appels dans un cadre fiscal qui sera adapté. Super. Bah, Julien, merci beaucoup. Ben, merci en tout Ça cas. fait plaisir de parler à un véritable expert. En tout cas, tu transpires l'expertise. Ça fait plaisir. Encore désolé pour le retard. Donc, on vous promet que la prochaine fois, ça ne se reproduira pas. On a appris de nos erreurs. C'est important. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'au bout. Vous recevrez bien sûr le replay pour ceux qui soit n'ont pas tout vu, soit sont arrivés en cours de route. Vous recevrez aussi le mail récap qu'on envoie à chaque fois avec les points saillants et les questions qui ont été posées. Et bien sûr, si vous avez la moindre question, vous prenez rendez-vous avec votre conseiller Ramify ou alors vous allez sur l'app et vous retrouvez toutes les informations concernant le fonds qu'on vient de présenter aujourd'hui. Bonne soirée à tous et à la prochaine. Merci, bonne soirée.